Bienvenue les gueux sur le divers podcast du but de savoir. Tout-ami pour les faire. Abonne-toi vite et inscris-toi. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce petit podcast numéro 360. Voilà, bienvenue dans Duo Connection. Je dis bien le premier podcast de course à pied. Et oui, putain, j'aime bien le répéter parce que je suis narcissique. Mais parce qu'il faut répéter les choses en fait. Il faut toujours répéter les choses parce que vous avez de temps en temps un petit nouveau qui pointe le bout de son nez et qui vous explique qu'il a tout compris, tout vu, tout fait. En fait, vous parlez avec un ado de 13 ans alors que vous êtes, je sais pas, vous, chef d'entreprise avec 200 salariés et vous dites « oulala ». Eh bien, premier podcast lancé en 2018, alors après de nombreux autres podcasts très intéressants d'ailleurs ont suivi, puisque je les écoute moi-même, je suis client. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien écoutez, je pratique l'ultra trail depuis 2014, ce qui permet un certain point de vue de la discipline, quand on en a vu et fait autant. Je me suis pas mis à courir pendant le Covid, vous voyez. Je suis speaker sur des événements de trail depuis 2017, ce qui me permet un petit peu de comprendre quelles sont les problématiques des différents organisateurs et pourquoi les trailers qui se plaignent n'ont pas tout le temps raison. Je bois une bière biologique et sans alcool brassée à 700 mètres de chez moi. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté lifestyle. Et je suis organisateur de trail depuis 2018 avec une course de 1800 participants, donc on a des problématiques un petit peu différentes des trails à la saucisse de 200 personnes. Quand on nous dit oui mais sur tel trail, la veille j'ai pu m'inscrire avec un billet de 5 euros, tati patata. Oui mais vous êtes 180. Nous en fait on est 1850 et on doit répondre à des questions du type oui bonjour j'ai pas trouvé le règlement, est-ce que vous pouvez me dire patati patata. Donc là j'envoie le lien, je fais bah si il est là. Ah pardon, j'avais pas vu. Oui, mais c'est pas que t'as pas vu, c'est que t'as pas cherché. En fait, t'as grandi alors que t'es 30 ou 50 ans. Hein. D'ailleurs, ça c'est très très grave. C'est qu'un jeune, aujourd'hui, surutilise son smartphone. Pourquoi pas, il est né avec, il peut pas lui en vouloir. Il fait partie de cette génération de gens qui s'appelle, comme le dirait l'humoriste Haroun, c'est les foutus. C'est les foutus, le mec qui sort son téléphone à table et qui le regarde au lieu de discuter avec la personne en face de lui, c'est un foutu. Il est foutu. Il n'a plus conscience de ce qui l'entoure, il est foutu. On l'a niqué, en quelque sorte. C'est bon, il est là, on l'a happé dans son téléphone, on va lui vendre tout et n'importe quoi. C'est bon, on va lui pomper tout son fric, pas son chibre, son fric. Et voilà, il est foutu. Mais ce qui est extrêmement choquant, ce sont des personnes âgées, même à 60, 65 ans. Vous êtes avec eux, vous discutez avec eux, tout est normal, et d'un coup, leur téléphone sonne. Alors ça pareil, mon téléphone ne sonne pas. Je n'ai pas de sonnerie sur mon téléphone. Il ne sonne pas. L'écran ne se déverrouille pas, il ne vibre pas, il n'y a pas de bruit de notification, rien du tout. Mon téléphone est sans arrêt, alors il est jamais très loin de moi, mais il est sans arrêt posé et l'écran est noir. Et c'est moi qui consulte le téléphone. C'est pas le téléphone qui demande à Hugo Ferrari d'arrêter ce qu'il est en train de faire, parce que quelqu'un l'appelle, etc., etc. Et vous allez me dire, ouais, mais s'il y a... Non, oulala. Moi, j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de problème. J'allais faire 100 km de vélo, j'avais pas de téléphone dans la poche. Pas de souci. Pas de souci.
Ah oui, mais alors, on va toujours vous dire, ah oui, mais si un truc important, un de tes parents décède. Est-ce que j'ai envie de l'apprendre dans la seconde? Très franchement. Non, c'est pas grave, ça peut attendre. S'il décède, globalement, le statut va pas changer, quoi. Donc, très choquant, quand une personne un peu âgée, qui a grandi avec plein d'autres trucs, avec plein d'interactions sociales, bafoue l'intégralité de sa vie, parce que, allez, je le prends dans les mains, un objet plus ou moins, ouais, du métal, du plastique. C'est pas très écolo un téléphone, hein. C'est bizarre de voir des gens se soucier de la planète et continuer à l'utiliser, mais bon. On est habitué. Je rappelle que Francesco Pupi est allé courir le 100 km des Oka Canyon by UTMB, nanani nanana. En fait, il a refusé le ticket de la Western States, donc on se demande réellement pourquoi il y allait. Donc ouais, vous avez un objet là d'une dizaine de centimètres, et dès qu'il fait du bruit, en fait, vous sautez dessus, quoi. Un peu comme mon chat quand je lui jette la souris en plastique qui couine. Il saute dessus. Non, d'ailleurs, il le fait plus, tu vois, il a même plus envie. Donc ouais, c'est étonnant de voir quelqu'un de 65 ans comme ça faire fi de la discussion en cours et à la moindre sonnerie dégainer son téléphone, répondre, parler. Après, bon, au bout d'un moment, il arrête et il fait « Ah ouais, pardon, excuse-moi, c'est parce que c'est machin qui m'a appelé. » Et maintenant, ça me fait sourire, je me dis « Putain, mais... » Par contre, ça dévalorise énormément la personne à mes yeux en face. Et dans mon cerveau, je comprends immédiatement que c'est quelqu'un qui va être facilement manipulable, influençable, et je vais pouvoir arriver à mes fins avec lui. Donc quelque part, je suis plutôt satisfait et heureux, mais ça fait quand même beaucoup d'humains qui ne pourront pas vivre dans mon village, si vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils seront obligés de nettoyer, de faire à manger, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ce seront pas mes... On sera pas d'égal à égal. Quand vous avez un objet métallique de 10 cm par 4 qui fait un petit peu de bruit et que vous arrêtez de discuter avec la personne en face de vous, il y a un problème. Du coup, je me suis perdu dans ma présentation, parce que j'ai pas fini de me présenter. Alors, c'est des podcasts un peu longs, hein, je suis désolé pour les nouveaux qui tombent dessus. Vous attendiez à ce que, comme sur certains podcasts, on coupe certains moments pour que ça aille plus vite, pour que les paroles soient plus percutantes. Paf, 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 paf. Faut que vous écoutiez des podcasts. Ouais, j'ai écouté ça. Et qu'est-ce que t'as retenu? Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que quand quelqu'un vous dit ça, vous vous rendez compte que vous avez passé du temps à écouter tout un tas de choses et vous n'avez rien retenu. Mais très souvent, ces gens-là sont tellement bêtes que leur cerveau est incapable de le comprendre. Du coup, ils bug et ils passent à autre chose. Et ils n'arrivent pas à s'arrêter sur ce traumatisme qui m'avait frappé à un moment donné, parce que, comme tout le monde, j'ai été happé par ce truc un peu marketing. Et finalement, je m'étais mis à écouter le podcast en vélo, en course à pied, nanana. Et en fait, le meilleur moment... Et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais oui, c'est vrai que j'ai écouté ça et ça. Putain, mais je sais même plus de quoi ça parlait. Enfin, si, ça, je m'en souvenais, mais je me dis, mais en fait, j'ai rien appris. 1 heure d'audio, rien. Bah, je me suis dit, c'est pas possible. Donc maintenant, je me force à les écouter quand je n'ai rien à faire. Là où mon cerveau est très très réceptif. Ça peut être dans certains cas de certaines sorties longues, mais pas toutes. Ça peut être en voiture. Ah, ça, en voiture, très très bien. Ah là, très très bien, parce que c'est très automatique. J'ai pas encore une boîte automatique, mais j'ai un régulateur, etc. Donc c'est vrai que sur l'autoroute, j'ai globalement pas grand chose à faire. Donc j'attends. Donc c'est très agréable d'avoir un podcast. D'ailleurs, je ne peux plus du tout écouter la radio, il y a beaucoup trop de pubs. C'est infernal. Je me demande comment on faisait avant.
C'est du délire. Donc ouais, finissons un petit peu cette présentation. Je tiens un blog qui était une plateforme Patreon depuis 2020. Depuis, j'ai migré sur mon propre site internet. Et qu'est-ce que je publie dessus ? Les articles du vendredi. Donc, par exemple, ce vendredi, on va publier un audio avec Sébastien Jeffenberg, qui va nous parler des électrolytes, parce que là encore, on part de loin. J'ai l'impression d'échanger constamment avec des cassos, alors que je pense que j'ai une des communautés les plus intelligentes qui me suit. Alors, les autres, putain, ça doit être des réservoirs à débiles. Ça doit être très impressionnant quand même. Ils doivent se parler avec des smileys peut-être. Mais, putain. Alors vous allez me dire, mais si, parce que du coup tu vas faire un podcast sur les électrolytes avec un nutritionniste, donc ça va être top et tout. Bien sûr, on va tout rappeler, etc. On va tout détailler, parce que de plus en plus de marques se mettent à en vendre, ce qui est plutôt une bonne chose, vous allez voir pourquoi. Parce que quand il n'y a pas de concurrence, on fait n'importe quoi et on vous le vend à des prix un peu trop élevés. Quand la concurrence arrive, tout le monde se calme. Comme quand Free est arrivé sur le marché. Orange, Bouygues et SFR ont arrêté de vous mettre des bites dans le cul. Avant, et après, ils sont calmés. Quand Free est arrivé, ils ont divisé le prix par deux. Au début, ils ont râlé, ils ont fait méchant. Puis bon, après, ils ont baissé leur prix. Du coup, les électrolytes, ouais, putain, quand tu reçois des questions du genre, ouais, mais toi, tu prends de la boisson ou des électrolytes ? Oulala ! Ouh, putain ! Oh, putain ! Mais putain ! Mais une boisson ! Mais quoi ? Un coca, un sirop de fraise, une bière, une vodka Red Bull, en fait, pourquoi tu me dis une boisson ? Pourquoi tu me dis une boisson à moi, putain ? Pourquoi tu me dis une boisson ? Mais ça veut rien dire ! Une boisson protéinée, une boisson sucrée, un pastis. Putain, l'autre il me dit une boisson. Mais putain, mais une boisson de quoi ? Mais sois précis un peu ! Arrête d'être con. Déjà, le mot boisson, ça allait pas. En fait, il y a énormément de problèmes. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Putain, le mot boisson, putain. Préciser. Alors, évidemment, je me suis dit, ouais, il doit me parler d'une boisson sucrée. Ouais, par rapport à des électrolytes. Mais putain, mais il y a pas de sucre dans les électrolytes. Tu vas te nourrir comment ? Par la force, en regardant le soleil ? Ouais, j'ai caressé un arbre, du coup, ça faisait comme d'avaler un gel. Ah bon, d'accord. Génial. C'est au-delà de l'homéopathie, c'est la sylvothérapie. Non, je déconne, mais oui, en fait, rien à voir. Deux produits différents. Oui, toi, tu aimes les pâtes ou les glaces à la vanille ? Oh, putain. Oh, la question. Tu prends de la boisson ou des électrolytes ? Donc, vous voyez, nous allons partir de la base avec Sébastien Diffenbraun ce vendredi, et nous allons aller dans la précision. La précision, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être la précision avec les électrolytes ? Ça va être de débattre de certaines formes et dosages différents entre les marques. Pourquoi elles font ça ? Alors, c'est facile à comprendre, des fois c'est parce que c'est moins cher et ça se vend mieux, des fois il y a un réel intérêt, donc on va décortiquer le vrai du faux avec mon ami un nutritionniste, Sébastien Diffenbraun, dont vous avez pu suivre les exploits, putain je le charrie un peu, la semaine dernière à Montreuil, mais voilà, il revenait d'une malheureuse entorse de cheville, donc c'était déjà sympa de pouvoir courir. Sur mon site web, qui est largement supérieur à tout ce que vous connaissez, c'est pour ça que je le détaille un peu, parce que vous avez du mal à comprendre la richesse du truc. Tous les lundis, vous avez une Duc Chronique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la contraction de Duc, c'est moi, et Chronique. Chronique parce que tous les lundis, je vous analyse tous les résultats trail, qu'est-ce qui s'est passé, et il y a la petite Duc Touch. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'insultes.
et de blagues vaseuses. Certaines fois, ça ne vous fait pas rire, d'autres fois, ça vous tord. Voilà, ça dépend, on a un public aussi un peu différent. Donc si tu veux, moi je tartine, j'en mets beaucoup, et les gens piochent. Voilà. Parfois mauvaise pioche, ils se désabonnent, mais pas trop, donc ça va. Un peu, pas trop. Voilà, donc la du chronique, sachez qu'elle est relue pour que ce soit pas trop dégueulasse au niveau de l'orthographe, pas par moi, parce que évidemment sinon les fautes ne seraient pas corrigées, elles continueraient à être là. Et il y a une mise en page réalisée par un expert de l'intelligence artificielle qui bricole tout ça aux petits oignons pour que vous ayez un PDF tous les lundis soirs, entre 20h et 21h, de très bonne qualité. Et même la fois où c'était mon anniversaire, où on a fêté ça toute la journée, je suis quand même arrivé à vous la sortir en temps et en heure. Donc j'aimerais déjà dans un premier temps, pendant que je finis, que je bois une nouvelle gorgée de ma délicieuse bière sans alcool, j'aimerais que vous procédiez à quelques applaudissements. Merci. Ensuite, nous avons tout un tas de choses pour que vous soyez acteur sur ce site internet et que vous arrêtiez d'être des tubes digestifs. Bon, je reprends l'expression de Gilles Lartigot, mais ça me fait énormément rire. Que vous arrêtiez d'être des tubes digestifs sur pattes qui consomment, puis qui restent bêtes comme ça, qui attendent assis sur une marche que la vie passe, quoi. Donc soyez acteur. Vous avez fait l'effort de vous abonner, de payer une taxe tous les mois, voire à l'année, parce que vous avez confiance en moi, étant donné que je fais ça depuis 5 ans maintenant, et que vous trouvez que le tarif n'est pas très élevé par rapport à des magazines, trucs comme ça, vous pouvez vous mettre sur le calendrier pour écrire vos courses, ou rejoindre celles qui existent déjà. Comme ça, moi je vois où vous courez, je peux parler de vous dans les chroniques, et les gens qui participent aux courses peuvent voir s'il y a d'autres patriotes, etc., pour ensuite, pardon j'ai roté, éventuellement rebondir sur le forum en mettant un petit post. Ouais, je participe à telle course, j'ai vu qu'il y avait machin truc et bidule, qui part d'où, pour covoiturer, éventuellement c'est un peu loin, tout machin, est-ce qu'on prend un logement, tac, organisation, bam, passage à l'action, rencontre, serrage de main, on coupe un morceau de fromage, il y a un joli pain à l'épeautre, on passe une bonne soirée. Pardon, j'ai oublié qui de rouge, voilà c'est bon. Le Discord, pour celles et ceux qui aiment discuter de manière un petit peu plus active, un petit peu plus vive, la carte pour vous placer sur la France ou les autres pays, ça permet de voir s'il y a quelques patriotes autour de vous. Peut-être vous êtes dans une région rurale, vous faites chier à courir tout seul, puis vous dites, ah putain, mais à 30 bornes de chez moi, il y a machin. Ah bah du coup, peut-être un week-end sur 3, on peut peut-être courir ensemble. Tac, ça crée du lien, hop, voilà. Et enfin, il y a les codes promo de mes partenaires, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître que les gens qui me suivent ont du coup tendance à agir un peu par mimétisme, mais aussi parce que je sélectionne avec soin mes partenaires, je les ai depuis X années, c'est ma 9e année avec le partenaire chaussures Altra par exemple, donc forcément quand je vous dis tel modèle il est bien, tel modèle il est pas bien, ben vous me croyez sur parole, et celles et ceux qui ont des pieds un peu larges par exemple, une fois qu'ils ont acheté des Altra, ils sont convaincus et ils les utilisent tout le temps. Bon. Et bien du coup, vous avez des codes promo sur les marques qui m'entourent. Voilà, ça peut être les chaussettes avec les chaussettes de France, ça peut être Baou avec leurs produits que je consomme pour le côté un petit peu sain et pas seulement le grammage de glucides à l'heure. J'ai dépassé cette manière de penser depuis longtemps. Même s'il y en a qui s'astiquent un peu la bite dessus encore, c'est comme ça, ils grandiront jamais. Mais voilà, les codes promo dans la rubrique bon plan pour nos abonnés, pour nos patriotes. Et la boutique, alors la boutique elle est pour tout le monde, et sachez que sur la boutique, vous faites forcément une bonne action en m'achetant quelque chose, parce que vous allez nourrir la poste qui vous livre. Alors moi je vous encourage à utiliser Mondial Relais ou Relais Colis, parce que c'est un petit peu moins cher, et un tout petit, plus écologique, je sais pas, parce que la poste est quasiment en intégralité avec des véhicules électriques. Mais en tout cas c'est moins cher, voilà, vous payez moins cher. Et sur ma boutique en fait vous engraissez, bien évidemment l'État français, plus de 50% c'est pour lui,
Alors que ce soit les impôts sur ma personne, la TVA, les impôts sur ma société, l'URSSAF. Voilà, donc là déjà on a 4 types d'impôts, après j'en ai peut-être oublié d'autres. On ne compte plus, c'est... Quand on aime, on ne compte pas. Mais bon, c'est bien, ça permet d'avoir... Non, on n'a plus rien. On a des profs recrutés à Bac+3. Putain, pour enseigner de la merde à des gogoles, c'est infernal. Putain, des profs qui touchent moins de 2000 € par mois, mais vous dites ça à des Américains, mais ils rigolent, putain, mais... Quelle tristesse. Et dire que j'ai failli faire ça. Le prix m'a arrêté, ouais. Putain, c'est triste quand même. Bon, là je l'ai fini, il n'y en a plus. Ouais, vous faites une bonne action parce que, au-delà de tout ça, bon, sur chaque produit, je prends quelques euros, hein, même une fois que j'ai payé tous les impôts, il y a quelques euros qui tombent dans ma poche. Mais au-delà de tout ça, 3% du chiffre d'affaires, c'est conséquent, hein, parce que, c'est-à-dire que je donne un pourcentage de ce que je donne déjà à l'État à l'association Volcanimo. Au lieu de dire 3% de mon bénéfice, j'ai bien choisi 3% de mon chiffre d'affaires, ce qui est un petit peu différent. Et l'association Volcanimo, vous pouvez ne pas forcément aimer un chat et ne pas en avoir. Aucun problème. D'ailleurs, c'est même mieux de ne pas en avoir. Mais vous ne pouvez pas être insensible à l'innocence d'un animal. Pour moi, il faut vraiment punir les gens très très fort quand ils font du mal à des enfants, et ça on est tous touchés parce que, en fait, l'enfant est innocent. Il a pas eu le temps de se développer pour devenir une mauvaise personne ou faire des conneries, etc., etc. Donc il a l'innocence pour lui, la curiosité, la joie, la gentillesse, etc. Donc faire du mal à un enfant, c'est très très mal vu. Et en fait, j'ai un peu la même pensée avec les animaux. Alors moi, par exemple, je n'aime pas spécialement les chiens, parce que c'est trop de contraintes, trop d'occupations, etc., etc. Du coup, je n'en veux pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'en veux pas. Par contre, je suis très sensible au mal-être du chien. Tu vois, un chien battu, un chien... Bon, là, j'ai encore vu que... Des jeunes... Alors, moi, j'ai des solutions pour ça. J'ai des solutions qui empêchent la récidive. Des jeunes ont fait voler un chien avec un drone. Évidemment, au bout d'un moment, le chien est tombé. Donc, quand vous tombez de très très haut, vous faites tout un tas de fractures. Comme c'est des cassos, vous doutez bien qu'ils l'ont pas emmené chez le vétérinaire pour l'opérer ou à minima l'euthanasier. Moi, je suis sensible à tout ça. Et si c'est moi qui décidais, en fait, on ferait des peines exemplaires. C'est-à-dire, vous voyez, c'est très simple. Je serais comme ça, là, à table, et d'un coup, on me dit, oui, Seigneur, parce qu'on m'appellerait Seigneur, hein, il y aura plus de président, ce sera Seigneur, on mettra Seigneur. Oui, il y a machin et machin, 16 et 18 ans, ils ont fait voler le Yorkshire de leur voisine sur un drone à 30 mètres d'altitude, et il est tombé, il s'est fracturé les 2 pattes, et au bout de 2-3 heures d'agonie, il est mort d'une hémorragie interne, voilà, etc. Alors là, je souffle, parce que je suis un peu dépassé par les événements. Et je dis, bon, amenez-les. Donc là, ils arrivent, évidemment, ils ont c'est pas des menottes, c'est ça, des chaînes extrêmement lourdes. Et déjà, tu sens qu'ils ont pris des baffes, un peu en cellule, en attendant de venir au jugement, parce qu'ils ont une sale tête, ils ont des bleus, ils se sont fait tabasser par les gens d'armes. En 2 mots, on va remettre les gendarmes, qui ont déjà appliqué une introduction dans la punition. Et moi, j'arrive pour le plat principal. Et je lui dis, bon, écoutez, vous avez fait voler un chien sur un drone, 30 mètres d'altitude, voilà, bon. Il est tombé, il s'est fait très mal, il en est mort. C'est pas bien. Mais, pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est pas bien, nous allons faire une reconstitution. Êtes-vous d'accord? Kevin, Mathéo, êtes-vous d'accord? Oui, bon, ok, parfait. Eh bien écoutez, vous allez monter dans cet hélicoptère, et à un moment donné, Francis, ici présent, va vous jeter dans le vide. Voilà. Alors, comme vous êtes 4 fois plus grand que le Yorkshire, au lieu de voler à 30 mètres d'altitude, nous allons voler à 120 mètres d'altitude, d'accord? C'est normal, c'est mathématique. Voilà, puis après on vous pousse, et on regarde.
Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre et apprendre ce que ça fait. Et là, vous avez quelqu'un qui va lever la main, qui va faire « Oui, mais ça sert à rien si vous les tuez. » Puis bon, ils vont mourir. Du coup, ils apprendront pas de leur faute et ils pourront pas se repentir. Lui, il monte dans l'hélicoptère avec eux, immédiatement. Et en fait, oui, évidemment. Eux, c'est foutu, tu vois, c'est trié, voilà, c'est terminé. Mais, ça fait peur à tous ceux qui restent avec nous. Quand vous voyez 2 adolescents tomber d'un hélicoptère parce qu'ils ont fait du mal à un chien, vous vous dites « Ah, tiens, si je fais du mal à un chien, il se passe un truc. Désagréable. Donc je vais pas le faire. » Vous voyez ? Et hop, vous réduisez la criminalité. Vous voyez comme c'est facile ? Très très facile. Very simple. Voilà. Bon, bref. Donc on pourrait évidemment extrapoler avec les enfants. Voilà, par exemple, un viol d'enfant. Il y a des gens qui sont dans une certaine détresse sexuelle. Hop, on donne le coupable à ces gens-là. Voilà. Hop, faites-en ce que vous voulez. Vous en faites votre esclave sexuel. Vous l'attachez à un poteau dans la cave chez vous. Tous les matins, vous passez. Paf, paf, paf. Voilà. C'est cadeau, c'est pour vous. Voilà, vous l'attachez, vous en avez la garde. Allez, hop, punition thématique. Bon, du coup, je me suis un peu perdu. Ah oui, tout ça pour dire que Volcanimo était une belle association qui recueille les animaux dans des familles d'accueil et qui les redonne ensuite à des gens qui souhaitent les adopter. Et donc en fin d'année, je leur ferai un chèque à hauteur de 3% du chiffre d'affaires de ma boutique. Voilà, vous avez eu 5 minutes pour vous expliquer ça, mais je pense que du coup, vous avez tous très bien compris. C'est important de prendre son temps. Vous étiez déçus quand j'ai annoncé que je ferais un podcast une fois toutes les 2 semaines au lieu de chaque semaine. Je vais vous dire pourquoi, vous l'avez bien mérité. Vous l'avez bien mérité parce que je n'avais plus de récompense. En fait, vous m'écoutiez pour m'écouter et vous ne savouriez plus ce podcast, vous le consommiez. Même si certains me remerciaient en me croisant sur des événements où je suis speaker, parfois un petit mail, parfois un petit mot sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est très sympathique, merci, vraiment merci, ça me touchait. Vous êtes entre 6 et 8 000 à m'écouter chaque mercredi, et je suis désolé, mais la globalité d'entre vous consomme ce podcast. Vous n'en faites rien, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Cela doit changer, pour votre bien. Et oui, sinon ça sert à rien, il faut vous casser, quoi. Vous allez sur TikTok, vous voyez des Mongoliens faire un concours de, je sais pas, de manger de glace, et puis voilà, quoi. Vous consommez dans le sens où, qu'est-ce que je vois ? Je vois par exemple sur Spotify que je n'ai que 1200 notes 5 étoiles. C'est purement inacceptable. Vous êtes entre 6 et 8000 à m'écouter, je devrais avoir entre 6 et 8000 notes 5 étoiles sur Spotify. Ou Apple Podcast. Là, c'est encore pire, j'en ai encore moins. Donc, vous m'écoutez tous les mercredis, enfin anciennement, et vous ne prenez même pas quelques secondes de votre temps pour dire « Ce mec est sympathique, je l'apprécie, ça fait même peut-être parfois plusieurs années que je l'écoute, et je ne mets pas une petite note 5 étoiles, je laisse se démerder comme ça au milieu de la jungle des podcasts actuels. » Ça n'est pas gentil. Donc, prenez de votre temps pour faire ça. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu. Alors, ça fait des années, bien sûr, c'est pas aujourd'hui en 2025. Et du coup, on est un petit peu noyé dans la masse. Alors, là encore, il n'y a pas de jugement. Je dis pas que mon podcast est le meilleur, qui devrait être au-dessus des autres, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que quand vous appréciez quelque chose, il faut le remonter, il faut le faire remonter pour le faire exister. Donc, quand vous aimez quelque chose, vous regardez une vidéo YouTube, vous dites « Ah putain, c'est sympa, tiens, j'ai appris un truc là-dessus, etc. » ou « Ah ben, c'était un joli divertissement, c'était bien filmé, ça m'a plu, etc. » Abonnez-vous et mettez un like, pouce ou je sais plus quoi là.
Parce que, en fait, ça permet à la personne qui a créé le contenu d'avoir... Si vous voulez, ça augmente un peu son CV quand tu dis « Ouais, j'ai 5000 abonnés, j'ai 50 000 abonnés, j'ai 1 million d'abonnés, etc. etc. » Ça gonfle ton CV par rapport à d'éventuels annonceurs ou intervenants pour te faire intervenir dans d'autres podcasts, etc. etc. Si vous faites pas ça, en fait, la personne, elle va faire parce qu'elle est passionnée, parce que ça lui fait plaisir, etc. etc. Moi, ça me fait plaisir. Ça m'amuse. Là, je vous fais un podcast, c'est n'importe quoi. On a déjà une demi-heure de blabla. Vous le sentez que ça me... que j'aime ça, quoi. Sinon, j'aurais arrêté depuis 2018, tu te doutes bien. Mais quelque part, il peut y avoir un sentiment de démotivation quand vous stagnez, vous voyez d'autres se développer plus vite que vous, etc., etc. Vous dites, bah, c'est bizarre parce que moi j'ai une audience qui est toujours stable, voire en augmentation, et pourtant, il y a zéro remerciement, pas de petite attention, rien. Donc c'est important, par exemple. Mais c'est un truc, même moi, je le fais depuis... pas souvent et j'y pense pas à chaque fois, hein, donc en fait c'est des remarques que je me fais à moi-même, hein. Je vous les partage à vous, mais c'est des remarques que je me fais à moi-même. Mais par exemple quand je vais au restaurant, ben s'il n'y a pas eu de soucis particuliers, voilà, que c'était pas non plus hyper cher, on n'a pas mis 15 plombes à manger, etc., c'était correct, et ben j'essaye de prendre le temps, alors faut que j'y pense le lendemain ou le surlendemain, de mettre une petite note 5 étoiles sur Google. Comme ça fait remonter un peu. Parce que le problème, c'est que le jour où sur un restaurant, il y a un problème, je sais pas, un des employés a un enfant en bas âge, il dort mal, etc., etc., puis un jour, il amène au client le mauvais plat, le client s'énerve, puis du coup il rentre chez lui, pas content, et il met une note de 1 étoile. Et vous imaginez, si tous les clients satisfaits n'ont pas mis une note de 5 étoiles, ce restaurant se retrouve avec une seule notation qui est médiocre, alors qu'il travaille bien toute l'année. C'est pour ça que c'est très important de prendre un petit peu de votre temps. Alors, un petit peu, hein, bien sûr, vous n'allez pas... Mais je pense aux gens qui ont un métier de bureau. Moi, j'ai eu un métier de bureau pendant 1 an, j'ai été ingénieur. Et ce qui se passait, c'est qu'en gros, je travaillais énormément le matin, parce que j'étais bien réveillé, je suis quelqu'un un peu du matin, etc., très dynamique. L'après-midi, voilà, on tapait quelques rapports sur les trucs en cours, etc., mais c'est vrai que j'avais systématiquement fini avant l'heure. Alors, j'ai vite compris qu'il fallait pas le dire à son boss, parce que sinon il vous donne du travail supplémentaire, et le petit copain d'à côté qui branle rien de la matinée parce qu'il s'est levé tard, parce qu'il est à la tête dans le cul, parce que ses enfants je sais pas quoi, enfin vous lui posez des questions, il y a une liste d'excuses qui est longue comme le bras, mais le résultat c'est qu'il est improductif et que vous êtes productif, sauf que vous êtes payé à peu près pareil, et à la fin de la journée vous avez exécuté 10 tâches et en a exécuté 2. Donc en fait moi quand j'avais fini ce qu'on m'avait demandé, je restais tranquille sur le PC, tu vois, je faisais pas de bruit, et je bricolais dans mon coin sur des trucs un peu perso. De toute manière, comme j'étais un petit peu au-dessus, informatiquement parlant, il n'y avait pas trop de risques. Voilà. Et puis, de toute manière, on est en France, donc on ne vire pas un salarié. Voilà, en toute simplicité. C'est vrai que beaucoup ont peur de ça, mais vous êtes quasiment invirable, en fait. Franchement, même, vous arrivez le matin à 9h, vous allez voir votre patron, vous dites « Ouais, je pense que t'es un gros con. » Vous allez vous rasseoir à votre bureau, peut pas vous virer. Putain. Ce qui est à la fois bien et à la fois mal, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est aussi bien que mal, en fait. Je n'ai pas d'avis, du coup, là-dessus. Je ne sais pas si c'est ok ou pas, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc si vous avez un emploi de bureau, à la fin de la journée, on va pas se mentir, vous êtes en train de glander un peu sur Internet, voilà, de regarder où est-ce que vous allez faire une sortie trail ce week-end, etc., etc. Et du coup, prenez le temps, vous dites, ah putain, mais c'est vrai que j'ai écouté ça comme contenu, etc., etc. Et mettez des notes 5 étoiles, des pouces, des likes. Je vais pas vous demander de partager. Parce que, en partageant, en fait, vous allez quelque part forcer la publicité à des gens dans votre entourage, et ils seront pas forcément tombés dessus d'eux-mêmes, vous voyez ? Et ça me dérange un petit peu. Alors que, si vous prenez plutôt le temps de noter, de s'abonner, de mettre des pouces, etc., en fait, quand les gens vont tomber dessus, entre guillemets, par hasard, parce que les algorithmes poussent tout ça, eh bien, à ce moment-là,
la personne va être auto-convaincue parce que finalement elle l'aura trouvé un petit peu par elle-même, un petit peu toute seule. Bon, après, si c'est quelqu'un, vous savez, qui va apprécier, bah évidemment, vous pouvez lui partager, lui recommander, mais je trouve que le système de notation est beaucoup plus fort. Bon, on est tous pareils, vous arrivez sur Airbnb pour louer un logement pour votre week-end trail, vous êtes dans une ville, un village, etc. Et il y a 5 annonces qui, bon, elles ont plus ou moins l'air de se ressembler. Bon, ben, bizarrement, celle qui a 80 commentaires avec une note de 4,9 sur 5, vous avez plus tendance à la sélectionner que celui qui a 4 commentaires, puis il y en a un, il a 2 sur 5, tiens, c'est bizarre. Voilà. Donc c'est pour ça. Du côté de la démotivation, c'est vrai que je trouve que j'ai quand même très très peu d'abonnés sur mon site par rapport aux milliers d'écoutes de ce podcast. Alors est-ce que les 6€ par mois sont un énorme frein ? C'est vrai que c'est un peu chiant avec la carte bleue. PayPal, ça va, c'est plus simple. Je vais essayer de mettre le truc de Google Pay et de Apple Payment là. Mais bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, il y a Rudy Koya. Moi, je suis tout ce qu'il fait depuis 2012. Et en fait, à un moment donné, Rudy, il faisait le club super physique. Donc c'était un truc en musculation. Et c'est des compétitions réalisées personnellement, etc. C'est lui qui organisait. Et il y avait quelques frais annexes autour, et puis bon, c'est vrai qu'il fallait payer une licence de 30€ à l'année, mais finalement il y avait plusieurs rencontres, tournois, etc. de manière annuelle. Vous aviez des contenus photos, enfin il y avait, vous en aviez pour votre argent, hein, très franchement. Et au bout d'un moment, le truc s'est essoufflé parce que plus assez d'abonnés, plus assez d'inscrits, et donc à un moment donné, il a pris la décision d'arrêter. Et c'est au moment où il décide d'arrêter que tout le monde fait « Ah putain, mais moi ça m'intéressait, j'avais regardé peut-être pour l'an prochain, nanana. Non, oulala, mais attendez, mais vous vivez... Les gars, vous vivez maintenant, vous vivez pas l'année prochaine ou dans 5 ans, c'est maintenant, là, aujourd'hui, là, c'est là qu'on fait les trucs. » Si on les connaît, hein, les mecs qui disent « Ouais, mais moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Oui, mais qu'est-ce que t'as fait là ? Tu payes moins de 1000€ d'impôts, tu roules dans une Renault Zoé. Non, c'est vrai que ça coûte un peu cher. Une Dacia, voilà, une Dacia Duster. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as rien fait en fait. T'as un index UTMB à 400. Ta femme a divorcé. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu vois, t'as rien fait. Qu'est-ce que t'as accompli ? Je déconne. Vous avez le droit de divorcer. J'ai pas encore pris le pouvoir. Mais ouais, parce que après vous aurez 2 choix. Je vous renvoie au podcast que j'avais fait en juin, où on parlait de TVA indexé au taux de masse grasse et d'autres trucs comme ça pour redresser le pays. C'était excellent. Putain, je l'avais fait en juin. Je sais plus ce que c'est le numéro, mais vous chercherez. Mais là encore, mais putain, mais passez du temps à chercher. Arrêtez de vouloir qu'on vous donne tout comme ça. Bah oui, je reprends comme tout à l'heure. L'expression de Gilles Lartigot, putain, vous êtes des tubes digestifs sur pattes. Ah, c'est où ça ? J'ai pas trouvé, putain, mais j'ai pas trouvé, mais t'y as passé 30 secondes sur le site d'internet, c'est normal que t'aies pas trouvé. Pourquoi t'as pas cliqué partout ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Hein ? Tu peux pas être fier de toi 2 minutes en te disant, putain, bah c'est bon, j'y suis arrivé tout seul. Ah, putain, faut faire comme les gamins, faut te tenir la main, là. Hein, ou autre chose. Ah, dégueulasse. En plus, tu portes pas des slips français, bordel. Tu nous parles d'écologie. Et t'as des slips made in China. Mais c'est insupportable. Ah oui, mais moi, tu vois, la nature... Mais putain, t'as un pull fait en Chine. La nature, tu l'encules non-stop. Qu'est-ce que tu viens me raconter ? Oui, parce que... à mon anniversaire, j'ai eu des vêtements made in France. Donc c'est vrai que maintenant, je me la pète un petit peu. Putain, en plus, ils me vont vraiment très très bien. Très très bien taillés. Alors là, gros coup de bol. Voilà. Très très bonne découverte. Alors par contre, il y a un délire hein, sur les vêtements made in France. J'en ai trouvé à des tarifs abordables. Vraiment, 2 fois même, j'étais étonné du prix. Par contre, très souvent, je suis tombé sur des trucs de créateurs complètement perchés, genre des chemises à 250€. Là, j'ai fait oulala, mais non, en fait, c'est pas le délire. Mais il y a des trucs vraiment potables. Ouais, vraiment potables. Bref. Donc c'est vrai que j'aime bien me la péter un peu maintenant. Et discréditer mon interlocuteur quand il me gonfle en lui disant hop, on peut regarder l'étiquette de ton pull s'il te plaît. Ah, Bangladesh, c'est sympa ça. C'est loin ou pas ? Je me rends pas compte, on en a pour combien de temps en Renault Zoé ?
Ah, putain. Donc ouais, Rudy Koya c'était un peu démotivé, démotivé, et du coup les gens, ils étaient un peu déçus, etc., mais parce qu'il n'y avait pas eu le soutien. Il n'y avait pas eu le soutien. Pourtant, il fait 2 podcasts par semaine, il en parle souvent et tout, et même comme ça, putain, il n'y avait pas le soutien, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que il a un Patreon lui aussi, et en fait, ça je l'avais anticipé, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon site internet, c'est parce que j'ai vu le truc venir. Ça commençait à parler de taxes encore, hein, comme d'hab. Je vous rappelle que la taxe d'habitation va revenir, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Attention, par contre, ça change de nom, ça s'appelle Modeste Contribution. Ce qui ne veut absolument rien dire. Vous auriez pu l'appeler Fist Fucking, au moins tout le monde aurait compris. Parce que, vous inquiétez pas, la taxe foncière va pas baisser. Hein. La taxe d'habitation va revenir, mais la taxe foncière, elle a pris 50%, et puis c'est comme ça, hein, elle va pas rebaisser, hein, t'inquiète pas, hein, bien se passer. Ne t'inquiète pas. Non, en fait, sur la plateforme Patreon, ce qui se passe, c'est que Apple, quand vous vous abonnez via Apple ou via l'application Patreon, vous prenez 30% de frais supplémentaires. C'est un peu beaucoup quand même. Et moi, quand j'avais vu passer ce mail, je me suis dit, non mais là, en fait, ils nous attrapent et ils vont nous plumer. Donc, fin du game, j'ai craché à peu près 7000 balles pour réaliser un site internet de qualité avec un système d'abonnement et un webmaster au top du top, Guillaume Catrice de l'agence DigiTwist. Et là, je lui ai envoyé un mail ce matin pour des trucs à faire. Dans l'après-midi, il m'a répondu. Vous voyez, il est pas très emmerdant quand il répond, c'est marqué « c'est fait » avec un point. Voilà. Alors, il faut le payer tous les mois, mais quand vous recevez un mail, 3 heures après votre demande avec écrit « c'est fait » et un point, ça fait plaisir. Voilà. Donc ouais, ça m'a fait marrer parce que dans son podcast, Rudy disait sur Patreon, bon voilà, faites attention, c'est vrai que maintenant c'est plus 5€, c'est 7€ parce qu'il y a les taxes avec Apple, du coup il faut vous inscrire sur l'ordinateur et plus sur l'application Patreon, ni sur l'application Apple, etc., etc. Et là je me suis dit, putain, ils vont le plumer. Ils vont le plumer, c'est sûr. Parce que il y a ça, après il y aura un autre truc, etc., etc. Moi je m'en fous, sur mon site internet c'est bon, j'ai tout. TVA, impôt sur la société, etc., etc. J'ai tout. Donc là, c'est bon. Le bateau est sur... voilà, là, il est parti. Et normalement, il n'y a pas de boulets de canon qui vont nous arriver sur la gueule. On a tout, on est stable, etc. Hop, ça bouge pas. Donc oui, voilà, conclusion. Prenez un petit peu de votre temps pour soutenir. Vous voyez, parce que les répercussions que ça peut avoir derrière. Et en plus, souvent, moi je suis pareil. Je me dis, ouais, c'est bon, puis je passe à autre chose, je fais un autre truc. Et en fait, j'ai apprécié quelqu'un, et je lui ai jamais mis le petit coup de pouce supplémentaire pour que il gagne un peu et qu'il se dise putain, j'ai fait tout ça, mais c'est vrai que maintenant je suis hyper connu, ou j'ai été par exemple, quand j'ai vu Casquette Verte passer dans à peu près tous les médias, il a même eu un article dans Libération, il est passé dans Télématin, vous allez me dire c'est bizarre comme référence, mais c'était exceptionnel quand même de le voir sur Télématin. Il est passé dans quoi d'autre ? Il est passé sur plein de chaînes, mais j'ai pas tout noté. Et je me suis dit, putain, la classe quand même. Tu vois, le mec a fait un livre. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est le même gars qui a fait pour Mathieu Blanchard et tout, qui a écrit. Mais il y a eu un travail, tu vois. Il l'a questionné, l'autre a répondu, etc., etc., etc. Et la récompense du truc. Tu passes là. Enfin, c'est sympa, quoi. Et ça, c'est parce que quand le livre est sorti, sa communauté, elle a fait quoi ? Elle l'a acheté. Pourtant, sur le livre, à mon avis, demandez-lui, il vous répondra, à mon avis, il gagne 2€ par livre vendu. Entre 1 et 2€. Je peux me tromper, mais je mise entre... Allez, je dis 1,70 par livre vendu. Oui, je sais, ça coûte 30 balles, mais il touche 1,70. Taxe. Bon, est-ce qu'on commence ce podcast après 45 minutes d'introduction ? Non. Je voulais, parce que maintenant que j'ai clashé l'ensemble des auditeurs, là, 6 à 8000 personnes, je voulais mettre une petite tape derrière la nuque à mes abonnés. Hop, donc là on se recentre sur une communauté plus réduite, parce que vous n'écoutez pas les bons audios. Je m'explique.
tous les lundis, je sors, donc en plus de ma chronique, je fais l'interview d'un champion, enfin, ou une championne, hein, bien sûr, ça dépend de l'actualité du week-end, et je l'interroge, etc., je lui pose des questions, on discute un peu de sa course, de sa saison en cours, les saisons passées, s'il y a eu des blessures, etc., etc. Putain, mais selon les invités, pourtant j'essaie vraiment toujours, des fois il y a des gens qui sont pas très connus, mais je les invite parce que, en fait, ils ont réalisé une performance relativement exceptionnelle. Ils sont jeunes, peut-être dans 2-3 ans, banger. Donc voilà, je les invite. Et en fait, vous écoutez surtout le nom de la personne. C'est-à-dire, on interviewe quelqu'un de connu, même s'il a fait une course plutôt bof. Bon, c'est pas vrai, parce que j'interviewe que ceux qui font plutôt un beau truc le week-end. Et vous allez écouter parce qu'il est connu. En fait, vous n'êtes pas curieux. Vous écoutez en disant « Ah ouais, lui je le connais, il est connu, il est fort, naninana, je vais écouter. » Et des fois, vous voyez le nom de quelqu'un que vous connaissez pas, et vous écoutez pas. Alors que vous passez à côté, justement, de la découverte. Je sais pas, pour moi, c'est la curiosité, quoi. Vous dites, putain, tiens, lui, je le connais pas. Hugo l'a interviewé. Il doit y avoir une raison. Putain, je me rue dessus, quoi. Et non. Il y a des différences. Il y a certains audios, ils sont écoutés à moins de 50%. Je sais pas, 42, 43%. Et d'autres audios qui sont écoutés à plus de 90%. Alors que je mets le même cœur dans le travail, quoi. Et vous voyez, même au sein de ma communauté forte, ceux qui payent et qui sont abonnés au site, donc là vraiment les proches, quoi, tu vois, le cœur du truc, quoi, la Ducami, vraiment l'élite. Et même au sein de cette population de gens un peu plus ouverts et attentionnés que les autres, et même au sein de cette population, boum, on est biaisé et on réagit avec nos instincts primaires, publicité, marketing, nanana. Réveillez-vous. Soyez plus curieux, acteurs, allez chercher l'information, parce que là, tous les lundis, vous êtes largement plus intelligent que 95% du reste de la communauté trail. Vous les mettez à l'amende. Et quand vous discutez avec eux en sortie longue le week-end, vous faites que leur apprendre des trucs, en fait. Vous êtes l'encyclopédie du groupe, quoi. Voilà. Et grâce à qui ? Grâce à tonton, hein, grâce au duc. Hein. Voilà. Et pareil sur mes vidéos. Là, en ce moment, je vous sors une vidéo tous les mardis. Donc là, mardi dernier, c'était l'année 2019, qui est l'année de toutes les folies. D'ailleurs, en réécoutant, je me dis, putain, mais en fait, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. 2019 était complètement fou. Et je suis désolé, mais la récompense n'est pas au rendez-vous. Le nombre de vues, le pouce, tout ça. C'est pour ça que je vous parle aussi du pouce. Putain. En 2016-2017, je vous faisais des vidéos dégueulasses avec un téléphone posé sur 2 livres, un éclairage immonde, pas de micro, tout était sale et crade. Et en fait, ça marchait, parce que à l'époque, il n'y avait pas grand monde, donc j'étais visible. Toi, je pouvais péter sur mon téléphone, j'étais visible, on s'en foutait. Là, aujourd'hui, John, il est venu, donc c'est un vidéaste professionnel, il a amené des caméras de très bonne qualité, il en a mis plusieurs pour faire différents angles pendant l'interview, il a mis des lumières, on vous a mis pendant les interviews des photos, des vidéos d'époque, d'archives qu'on nécessitait un certain temps de montage, on publie à chaque fois un petit réel, des sous-titres, etc. pour faire monter la sauce. Putain, on fait tout, on coche toutes les cases. Et vous mettez pas de pouce. En plus, vous pouvez le faire pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo. Pourquoi vous soutenez pas comme ça ? Et du coup, pas de pouce, pas propulsé par les algorithmes sur YouTube, du coup, pas vu par les autres. Donc on est vu uniquement par sa petite communauté. Et alors c'est sympa, on est entre nous. Mais en fait, au bout d'un moment, ça sort jamais du cadre familial, quoi, j'allais dire. Vous mettez pas le pouce. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous écoutez un podcast, on vous bassine pendant 2 minutes au début pour que vous mettiez un putain de pouce. Donc vous le faites pas parce que tout le monde vous dit de le faire. Là, ça fait 50 minutes que je vous explique pourquoi c'est important. Donc maintenant, faites-le. Mais faites-le pas à chaque fois, vous le faites quand ça vous a plu. En fait, ça a été créé pour ça à la base. Et ensuite, ça a été perverti, tout le monde nous a dit « Ouais, mettez. » C'est comme
vous trouvez qu'un produit est mauvais au supermarché, dans votre coopérative, ce que vous voulez. Et ne l'achetez pas. Si vous l'achetez pas, il se vend pas. Pas d'acheteur, pas de vendeur. Pareil avec la légalisation du cannabis, là, ouais, nanana. Ouais, mais en fait, si tu tues tous les dealers, il y a plus de problème. Non, pardon. J'aurais trop pédale, je reviens. Donc voilà, ouais, donc je me fais cette petite pub pour toutes les vidéos du mardi. Voilà. Allez, on va passer au podcast. Donc j'avais relevé une question, bah oui, parce que le titre quand même était un peu sympa. Faut-il supprimer les trailers les trailers les plus mauvais? Ça vous a fait cliquer, et je vous ai niqué, je vous ai mis 50 minutes d'introduction. Donc ça vaut un pouce. Voilà, tu vois, putain, le duc m'a bien niqué, je lui mets un pouce. Alors, Guillaume Festivi, putain, Guillaume, t'as déchaîné les foules, voilà, t'as déchaîné les foules. Alors, salut Hugo, virgule. Une question pour un éventuel audio, suffit-il d'avoir des bâtons et une flasque pour faire du trail? Alors, comme tu le vois Guillaume, je n'ai pas choisi ton titre, j'ai fait le mien. Je m'explique. Le trail, c'est avant tout de la course à pied, mais avec la popularité croissante des événements ces dernières années... Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Guillaume, parce que... Enfin, si, il y a eu une popularité croissante des événements, mais en fait, il y a plus de gens qui se mettent à courir, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, c'est un sport simple, peu coûteux, voilà, tu peux y aller facilement, quoi. Tu fais une randonnée en montagne, tu fais quelques footings, boum, ça colle, tu peux faire un trail de 25 km. Le niveau des participants est devenu de plus en plus polarisé. Ouais, alors là, Guillaume, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi, parce que ça veut dire que t'es en train de nous dire que le premier va de plus en plus vite, et que le dernier va de plus en plus doucement. Je prends le cas du trail niveau les revards que je viens d'organiser. Mes barrières horaires sont restées les mêmes, c'est-à-dire à peu près 5 km/h pour le dernier. C'est peut-être 4,8 ou 5,2, bon, bref, j'ai pas... À peu près 5 km/h. Depuis X années, en fait. Ça veut dire que mon dernier à moi, sur mon trail, il a toujours le même niveau. Alors, on pourrait débattre en disant que, comme c'est un sport de plus en plus connu, etc., qu'on connaît de plus en plus de choses sur ce sport, la manière de s'alimenter, la manière de s'entraîner, etc., le niveau est censé augmenter chaque année, et donc il faudrait que je raccourcisse ma barrière horaire, en fait, chaque année, parce que les gens sont censés être meilleurs. Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y aura toujours des débutants, il y aura toujours des gens qui s'y mettent. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bref. Les premiers sont de plus en plus forts, et derrière c'est de la randonnée. Oh Guillaume, tout de suite, comment ça, de la randonnée? C'est pas très sympa, ça. Et là encore, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est-à-dire que l'organisateur d'une course dimensionne lui-même la barrière horaire. C'est lui qui dit « Je veux que le dernier arrive à telle heure ». Et après, tout le monde ferme sa gueule. Parce que c'est lui l'organisateur. Si t'es pas content, tu viens pas. Tu vas ailleurs. En venant à une course, tu signes un règlement qui a été établi par une organisation, une équipe à 95% du temps bénévole qui a rédigé le règlement pour dire voilà, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, parce que je me casse le cul toute l'année à récolter des bénévoles à droite à gauche, je leur vends un truc, un poste qui dure de telle heure à telle heure. Donc toi tu viens, tu signes le règlement, tu dis oui monsieur, je me plie à vos exigences, ou tu restes chez toi. C'est tout, c'est comme ça. Donc le dernier, il est pas nul, il est pas bon, il est ce qu'on lui dit d'être. C'est-à-dire, par exemple, au niveau les revards, on lui demande d'arriver maximum à 18h. Vous arrivez à 18h02, je vous classe pas. Voilà, vous n'avez pas respecté le contrat, vous dégagez. Et il n'y a pas de ouais, il est nul, il est fort, machin, truc. Non, 18h. T'es là, t'es pas là. Choisis. Alors après, on peut critiquer les organisateurs qui vont être complaisants
avec les personnes qui refusent de faire des efforts au niveau de l'entraînement, etc., pour atteindre des courses où finalement ils ne sont pas capables. Tu vois, tu débutes dans un sport, c'est complètement con de faire un truc... Alors c'est pas vrai parce qu'un très bon randonneur peut débuter sur un ultra et réussir à passer les barrières sans aucun problème. Mais admettons, tu te mets à courir. Bon, bah, tu fais des petits trails courts, tu prends un peu la température. Tu vas pas direct t'inscrire à un 80 bornes avec 6000 mètres de dénivelé. Complètement débile. Donc, en ce sens, certains organisateurs rallongent les barrières horaires en descendant à 4 km/h, voire même un peu en dessous parfois. Et ils continuent à classer les coureurs. Putain, mais s'il n'y a jamais de sanction, le mec il va jamais apprendre, il va continuer à consommer, il va jamais se remettre en question. Le gars, tu le vires à 5 bornes de la ligne d'arrivée, bon, sur le coup il t'en veut, mais s'il est pas con, après il grandit, il s'améliore, et l'année d'après il revient et il réussit le truc, tu vois. Donc oui, effectivement, tous ceux qui contribuent à niveler vers le bas en allongeant au fur et à mesure des années leur barrière horaire, effectivement, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, il y a un règlement, il est appliqué, il n'est pas appliqué, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de mauvais, rien du tout. Il y a une heure à respecter, un contrat à respecter, un engagement. Alors après, Guillaume reprend. C'est même carrément ridicule de voir les gens partir dès le départ en marchant à plat sur des trails courts. Alors, encore une fois, Guillaume, oui, visuellement ça peut choquer, mais si cette personne respecte les différentes barrières horaires, parce que peut-être qu'elle va se mettre à courir juste après, pourquoi pas ? Bon, souvent non, donc tu as raison, mais tu vois ce que je veux te dire ? Pas de jugement. On ne juge pas la personne, elle fait ce qu'elle veut. Elle part vite, elle part doucement, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, quand elle arrive au ravitaillement où il y a la première barrière horaire, il y a une seule question, c'est est-ce que t'es à l'heure ? Oui ou non. C'est binaire. Comme les hommes et les femmes. Non, pardon. C'est sorti tout seul, désolé. Je couperai au montage. Vous savez, les montages imaginaires là, que je fais pas là. Est-ce qu'on peut encore considérer que le trail est une discipline de course à pied ? Oh, pop-up, Guillaume ! 5e warning. À quel moment on t'a dit que le trail était de la course à pied ? On l'a jamais dit. Il n'y a pas de définition dans ce sens-là. Puisque, regarde Jim Wamsley, qui est le meilleur du monde. À l'UTMB, à des moments, il marche. Est-ce que ça fait de lui un gros nul ? Non, je ne pense pas parce qu'il gagne. Mais tout ça pour dire que le problème, c'est pas de marcher, c'est de respecter le contrat de l'organisateur. Et si à un moment donné, tu te fais sortir parce que tu n'y es pas arrivé, c'est ta faute. Et donc, tu fermes ta gueule. Faut-il accepter que tous les niveaux se côtoient ? Oui, moi je trouve ça vraiment très très agréable. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop les Golden Trail Series qui ont séparé les femmes des hommes, qui ont même séparé les élites. Oh là là. Vous savez, les gens qui ont même pas le SMIC et qui vous disent qu'ils sont trailers professionnels. Ouf. Oh, c'est pénible ça. C'est le mec qui est saisonnier, après il est au chômage, après il est re-saisonnier. Toi t'es là, tu travailles, toute l'année tu payes des impôts pour qu'il branle rien en mai-juin. Et il te fatigue, il te tape sur le système, putain, et t'as envie de le taper tout court. Tu te dis, putain, mais en fait, si je l'élimine, si je l'étrangle là, tout de suite, maintenant, c'est ça de moins à payer dans mes impôts. Et là, tu commences à avoir des envies de meurtre. Et là, tu votes à droite. Attention, pas à l'extrême droite, parce que c'est des communistes. Attention, il y a un piège. Ah putain, qu'est-ce qu'on se marre. C'est des communistes qui tapent dans la caisse d'ailleurs, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, Madame Le Pen ? Pourquoi vous rendez pas l'argent d'ailleurs ? Bon, vous êtes inéligible, bon, pourquoi pas ? De toute façon, on s'en fout.
Pourquoi vous rendez pas l'argent par contre? Pourquoi aucun juge vous a demandé de rendre l'argent? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous leur en avez donné? Comment ça se passe? Bon. Énième digression. Faut-il accepter que tous les niveaux scotoient? Tu vois, moi, Guillaume, je suis d'accord pour que tous les niveaux scotoient, toutes les professions aussi. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau un dimanche matin, un départ de course, avec, je sais pas, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Alors, un avocat, un médecin, putain, il a son petit short. Il y a quoi comme marque de short? Bon, il a un short, il a des chaussettes, voilà, il a des jambes maigres, grosses, puis à côté de lui, il y a un type, lui, il est agent d'entretien, je sais pas, il est serveur dans un restaurant, il est menuisier, il est, tu vois, et tous ces gens différents comme ça, finalement, ils ont mis le costume du dimanche, c'est-à-dire un short de travail, un t-shirt respirant, hop, un petit sac, 2 flasques, c'est parti. Et ça, c'est beau, ça. Putain, ça, j'aime, ça. Mais, encore une fois, il y a un règlement à respecter. Il y a une barrière horaire. Non. Le mec qui passe juste avant la barrière horaire n'est pas nul. Le mec qui passe juste après la barrière horaire n'est pas nul. Simplement, c'est quelqu'un qui a respecté le contrat ou qui n'a pas respecté le contrat. Et après, son niveau physique, on s'en fout. Puisque c'est un niveau physique à un instant T, libre à lui de progresser. Et peut-être d'ailleurs que le vainqueur de la course s'est reposé sur ses lauriers et sur une VO2 max élevée pour ne pas forcer à 100%. Et en fait, comme il a gagné la course, on le voit pas, mais finalement, c'est lui qui a le plus rien branlé parmi le peloton. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne juge pas. Même ceux qui semblent loin de la performance. Mais oui, parce que t'organises une compétition, mais on s'en fout. Alors ouais, il y a la performance, c'est sympa, on court tous derrière. Mais il y a aussi des gens qui viennent juste parce que tu leur as balisé le parcours, tu leur as mis des ravitaux, et du coup ils se disent putain c'est sympa, je fais une sortie ici, c'est un coin que je connais pas, voilà c'est fléché et tout, c'est cool. Et là tu vas me dire ah putain mais c'est pas des compétiteurs, ils font une compétition. Et ben alors ils ont le droit. Simplement, on en revient toujours au même, ils respectent le règlement. Ils arrivent à l'heure. Comment les organisateurs peuvent-ils gérer un tel éventail de niveaux? Voilà, donc c'est... Ah merde, j'ai cliqué sur quoi là? C'est là où je voulais en venir. Pour moi, l'organisateur ne doit pas gérer cet éventail de niveaux. Il doit simplement dimensionner son événement en fonction des contraintes de l'environnement. C'est-à-dire, à quelle heure on part, à quelle heure on arrive, à quelle heure on passe ici, ici et ici, en fonction de la montagne, de la ville. Nous, par exemple, on a une nationale à traverser, c'est problématique. Il y a une certaine heure pour la traverser, et un certain jour. C'est pour ça qu'on organise le dimanche, et pas le samedi. Vous voyez ? Donc l'organisateur doit, en fonction de l'environnement qui l'entoure, réaliser un cahier des charges pour proposer une compétition à la journée, sur 2 jours, etc., etc. Une fois qu'il a ficelé son événement, il dimensionne le nombre de dossards à attribuer parce que les chemins sont larges, les chemins sont pas larges, c'est de la très haute montagne donc il faut une sécurité rapprochée donc on peut pas avoir un gros peloton, c'est intra-urbain donc on s'en branle, on peut mettre 3000 personnes, etc., etc. Une fois qu'il a dimensionné la taille du peloton, hop, toutes les vis sont serrées, on peut publier un règlement, les gens s'inscrivent, ils signent, tac, c'est validé, le contrat est passé. Donc, comment les organisateurs peuvent-ils gérer un tel éventail de niveaux ? Rien à cirer. On part à telle heure, on arrive à telle heure. Alors, le seul problème là-dedans que je vois, que j'ai eu au niveau Les Revards, c'est que, à un moment donné, les parcours reviennent, ou arrivent sur le lieu d'arrivée, et à la fin, on finit plus ou moins tous par le même sentier. Et là, par contre, il faut gérer le flux de coureurs parce qu'il est possible qu'une course en rattrape une autre et que du coup, ça se double. Donc c'est là où il faut être très intelligent. Est-ce que je peux faire en sorte que mes 2 parcours reviennent par 2 chemins différents ? Parfois oui, parfois non. Si je le fais pas, le premier il arrive sur la tête de la course, sur le milieu de l'autre course ou sur la fin de l'autre course. Qu'est-ce qui est embêtant ? Et c'est à ça que doit faire attention l'organisateur. C'est-à-dire
quand les courses se rejoignent, à quel moment elles se rejoignent, comment elles se rejoignent, quelle quantité de peloton va doubler l'autre, parce que si vous avez un peloton de 600 qui rattrape une autre course, et que finalement c'est seulement les 30 premiers qui vont être gênés, et pour les 570 autres ça va pas poser de problème, je peux comprendre qu'on sacrifie un petit peu les 30 premiers. On n'est pas en train de faire des championnats du monde, voilà, on est sur un trail un peu à la saucisse, tant pis pour eux, ralentiront un peu. Maintenant, j'organise les championnats de France à Val d'Isère, je fais attention à ce que les premiers du championnat de France ne soient pas gênés pour un problème d'équité, etc., parce que c'est une course très importante où on va mettre les premiers en valeur. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Surtout quand la demande est forte pour des événements populaires. Tirage au sort ou des sélections par index. Ah oui, ça c'est intéressant. Comment on sélectionne son troupeau ? Est-ce qu'on prend les plus beaux animaux ou est-ce qu'on s'autorise à prendre un peu ceux qui sont malades ? C'est une bonne question. Moi, l'an dernier, j'ai vu une personne qui était vraiment très très en surpoids. Et cette personne a bouclé le parcours de 26 km, au cours duquel il y avait une montée de 3 km à 33% de moyenne. Et elle l'a bouclé sans problème. Alors, elle a mis un peu de temps, évidemment, mais elle l'a bouclé sans problème, en respectant les temps que j'avais indiqués. Donc toi, Guillaume, si tu veux me faire choisir des gens avec un index, déjà, comment on fait pour les débutants ? Parce qu'ils n'ont pas d'index. Et comment on fait pour ces gens qui ont un index très bas, mais qui vont se sortir les doigts du cul et réussir à respecter le contrat établi par l'organisateur ? Parce qu'on a le phénomène inverse, où tu vas sélectionner des gens qui ont plutôt un bon index, et qui vont pas forcer, qui vont abandonner, qui finalement vont pas venir, etc., parce que tu leur as facilité la venue. Le mec, quand tu lui mets pas de tirage au sort, quand tu lui mets un dossard offert, etc., qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il s'engage à plein de courses, il vient pas. Parce que il n'a pas fait d'effort. Alors que quelqu'un qui a attendu plusieurs années un tirage au sort pour une course dont il rêve, qui ensuite a payé le prix fort, etc., il est très motivé. Il va s'entraîner le mieux qu'il peut, se préparer du mieux qu'il peut, venir sur l'événement avec des capacités physiques suffisantes, et réussir. Il est investi. Quelqu'un qui a là un peu la fleur au fusil, comme il est fort, on lui offre tout, finalement, s'il fait pas beau et tout, il a pas trop envie de forcer, ton événement il vient pas. Finalement, un copain l'appelle pour faire une sortie longue dans un coin qu'il aime bien, finalement il vient pas à ta course. Et toi, tu lui as réservé un dossard. Donc s'il te prévient pas, le dossard il est réservé, le mec vient pas, et il y a quelqu'un qui est sur une liste d'attente qui a pas son dossard. Parce qu'il y en a un qui a fait sa starlette. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'an dernier, par exemple, je demande à l'organisation des Templiers de m'inscrire parce que c'était plein. Donc je leur dis, est-ce que vous pouvez m'inscrire de manière préférentielle, c'est-à-dire dès qu'il y a un mec qui se tord la cheville, au lieu d'aller chercher dans la liste d'attente, vous inscrivez tonton Ferrari, et c'est réglé, on n'en parle plus. Par contre, je veux payer, je veux m'inscrire comme tout le monde. Simplement, je sais que c'est plein, je demande juste à venir. Je trouve que c'est un compromis intéressant, ça permet à la course de meubler un peu sa densité vers le haut. C'est ce que je fais un petit peu aussi au trail niveau les revards. Quand t'as un favori, veut s'inscrire un peu à la dernière minute, hop, je l'inscris gentiment, et tant pis, il y en a un qui passe à la trappe. Par contre, si le mec il me fait faux bon, l'année d'après il va se faire enculer. Et finalement, je décide début juillet de ne pas venir au Templiers. Donc j'envoie un mail à l'organisation, je dis écoutez, finalement, je me rends compte que c'est un peu trop, etc. Je vais pas venir. J'aimerais que vous remettiez mon dossard à quelqu'un. Vous m'enlevez de la liste et paf, vous prenez quelqu'un de la liste d'attente, vous le mettez à ma place. Ils l'ont pas fait parce que c'est une grosse organisation, je sais pas, le mail est peut-être passé à la trappe, pourtant c'était la bonne adresse. Va savoir, il est peut-être arrivé dans les spams parce que c'était la première fois que je leur écrivais, j'en sais rien. Ça s'est pas passé comme je voulais. Mais c'est pour vous dire, j'avais essayé de faire au maximum pour que les gens soient pas lésés par ce problème. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a rien de mieux qu'un tirage au sort. C'est vraiment le top du top parce que c'est impartial. Tirage au sort avec chaque année, une chance de plus, comme à la Western. Première année, t'as un ticket.
Deuxième année, t'as un ticket puissance 2, etc., etc., etc. Donc ça fait que la troisième année, t'en as 4, la quatrième année, t'en as 8, etc., etc. Et donc au bout d'un moment, en fait, t'es pris. T'es récompensé, voilà, et t'es pris. Ça, c'est très très bien. Parce que le truc de tout le monde s'inscrit, on le voit au trail du Sancy, on le voit au trail du Ventoux, voilà, sur tout un tas d'événements qui sont complets en 1 heure, même pas. En fait, toi, t'es là, tranquille, t'avais pas vu. Ça fait chier, tu peux pas t'inscrire. Alors que, par exemple, à l'UTMB, vous avez une période d'inscription qui doit durer à peu près 2 semaines, et après, tirage au sort, je suis pris, je suis pas pris. Voilà, c'est comme ça. Et là, au moins, c'est tranquille, t'avais 2 semaines pour t'inscrire. Si tu t'es pas inscrit pendant les 2 semaines, c'est que t'es vraiment un gigolo. Un rigolo, pardon. Et y a pas de problème. Si tu t'es pas inscrit pendant les 2 semaines, c'est que t'étais pas motivé, franchement. Avoue, ravale ta fierté, et avoue-le. T'es venu parce que t'as vu de la lumière. Et ben voilà, on l'a éteint. Alors, enfin, comment les trailers sérieux qui cherchent la performance peuvent-ils s'y retrouver quand ils se retrouvent sur des parcours à devoir remonter des centaines de marcheurs? Ouais, ça c'est ce que je disais avant, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est ce qui m'est arrivé au Chianti, j'ai doublé en 40 km, j'ai doublé 350 personnes. Ça m'a un peu déstabilisé, comme dirait Stéphane Brognard, dont on a fait 3 entretiens sur mon site internet. C'est aussi pour ça qu'il faut vous abonner, c'est parce que c'est intéressant. Au lieu de vous abreuver constamment de merde, prenez un peu du miel raffiné là. Il est bon celui-là. Je suis sorti du véhicule, parce que j'ai pas arrêté de doubler des gens qui ne ressemblaient pas aux compétiteurs qui étaient devant moi. Ça a perturbé mon cerveau. J'ai pas été suffisamment bon pour en faire abstraction. Alors qu'en fait, j'ai subi les mêmes problèmes que le mec devant moi. Le mec devant moi, il a à peu près doublé le même nombre de personnes, plus ou moins dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il fallait dévier un peu de la trace, aller dans la boue, glisser un peu, doubler, recommencer, etc., etc. Et c'est ce qu'il m'a dit, Stéphane Brognard. Il m'a dit, mais en fait, tu l'as mal pris. Tu l'aurais bien pris un peu comme un jeu, un peu comme tac, tac, gauche, droite, paf, 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 paf. En réfléchissant 2 minutes et en te disant, le mec de devant, il est en train de faire pareil. Ce serait peut-être passé différemment. Donc là, Guillaume, oui, c'est chiant. On va pas se mentir, t'es en train de faire ta course, putain, d'un coup, il y a 200 personnes à doubler, c'est un peu chiant. Mais c'est pareil pour tes concurrents directs. Donc finalement, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Après, je suis quand même d'accord avec toi, le plus possible, s'il vous plaît, si vous êtes bénévole dans une course, si vous êtes organisateur, etc., etc., je sais, même moi, j'ai pas pu faire autrement avec les parcours qu'on avait voulu proposer cette année au Niveaulet, parce qu'on voulait changer un petit peu, c'est la 21e édition, etc., etc. Le plus possible, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que les parcours reviennent par des chemins différents, et qu'il y ait vraiment que 1, 2, 3 km communs à la fin, parce que c'est quand même compliqué sinon. Essayez le plus possible de séparer vos pelotons, et en plus ça vous permettra peut-être de prendre plus de mecs par course. Ça aussi, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir le revers de la médaille. Donc ouais, tu vois Guillaume, là, sur ce point, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que on aimerait tous participer à un trail sans qu'il y ait trop de participants autour de nous, mais on vit en société en fait. Et ça c'est très emmerdant. Tu vois, t'es comme moi Guillaume, tu veux tuer des gens. Viens avec moi. Nous allons faire des actes très écologiques en réduisant le bilan carbone d'une grande partie de la population française et mondiale, parce que nous sommes des mondialistes. Ouais, je sais Guillaume, on aimerait... Voilà, au Chianti, ouais, effectivement, j'aurais apprécié que la course du 73 km n'ait pas lieu. Mais qui suis-je pour empêcher 1200 personnes de participer aussi à la compétition ? Donc problème difficile à résoudre, je pense que tout le monde
tout le monde doit faire attention, c'est-à-dire, je suis dans les premiers de la course, je ne crie pas sur tous les toits, ouais, j'ai dû doubler 300 tocards, putain, c'est insupportable, qu'est-ce qu'ils foutent là, il faut les dégager. Voilà, donc je n'encourage pas ce type de comportement, je le désapprouve. Je suis organisateur de course, je dois faire attention à ce que mes parcours se rejoignent pas ou peu, en tout cas le moins possible. Je suis participant de la course, pour tout un tas de raisons, je suis plutôt à l'arrière du peloton. J'évite de courir avec la musique quand je sais que j'arrive dans une zone où je vais me faire doubler. Typiquement la fin de course. Et pour ça, ce que je vais demander aux gens qui sont à l'arrière du peloton, on va pas leur dire ne courez pas sans musique, ils ont peut-être envie, c'est leur droit, etc. Si vous êtes à l'arrière du peloton, ce que vous faites, essayez de regarder un peu les parcours. Déjà, ça vous fait de la prépa mentale. Et ouais, regardez, je vous fais ça gratuitement, putain, je suis quand même sympa. Vous regardez les parcours. Vous dites, bon, moi je fais ce parcours. Putain, quand je vais arriver, il y a le grand parcours qui va me rejoindre. Et vu l'allure des premiers, à mon avis, il y en a 10 qui vont me doubler, 50 qui vont me doubler, etc. etc. Bon, c'est vers le kilomètre 42. Donc au niveau du kilomètre 42, j'évite d'avoir les écouteurs, j'évite d'écouter de la musique parce que je sais qu'on va me doubler. Donc je les entends arriver, je me décale, et à la limite, si j'ai un peu de souffle et que je suis pas dans un effort trop dur, je hurle, je me décale à droite, tu vois. Et le mec vous dit, ouais, je passe à gauche. Voilà. Ça, c'est plus ou moins la cohérence. Le problème, c'est que vous faites ça, puis d'un coup, vous dites, ouais, je passe à gauche, le mec a rien compris, il se met à gauche, bim, vous lui rentrez dedans parce que c'est une descente glissante, vous tombez tous les deux, vous êtes marron, hein, voilà. Donc là, il y a un travail des 3 parties. 4, je vais citer les bénévoles sur le parcours. Avertissez les coureurs. Dites-leur, ouais, là, vous êtes dans une zone où vous allez vous doubler, il y a 2 courses. Donc faites attention. Les premiers, faites attention, n'arrivez pas trop vite sur les autres. Les derniers, faites attention, il y a quelqu'un qui va vous doubler. Voilà, ne foutez pas vos écouteurs. Bon, puis bon, de base, vous êtes quand même venu plutôt en nature, voilà, plutôt pour vous mélanger à d'autres gens. Bon, mettez pas les écouteurs tout le long de la course, mettez-les un petit peu, mais pas tout le temps. Donc voilà, l'organisateur doit faire attention à ce que les parcours ne se rejoignent pas. Le premier doit être vigilant sur les gens qui va doubler. Le dernier de l'autre course doit être conscient qu'à un moment donné, il va se faire doubler par quelques-uns de l'autre course. Et les bénévoles doivent prévenir tout ce petit monde. Voilà. Et si ces 4 acteurs travaillent correctement, bon, c'est un peu chiant, mais ça passe mieux. Voilà. Parce que Guillaume, la solution miracle qu'on a tous envie de faire, c'est diminuer la taille du peloton. C'est ce que je te disais quand je te parlais de tuer des gens. Bon, là, c'est pas en les tuant, c'est en refusant qu'ils s'inscrivent. Mais diminuer la taille du peloton, c'est diminuer le chiffre d'affaires de l'organisation. Et derrière, il y a des frais fixes. Parce qu'en fait, tes secours... Bon, je parle des secours, mais on pourrait parler d'autre chose. On pourrait parler de l'animateur. On pourrait parler du chronométreur. Il y a une certaine base qui va être axée sur le nombre de participants pour le chronométreur, hein, pas les secours et le sonorisateur et le speaker. Mais en fait, les secours, ils te font un devis sur la manifestation en général, heure de départ, heure de fin, etc. Ils te font pas un devis parce que t'as 500 participants ou 750. Donc, diminuer le peloton va diminuer le chiffre d'affaires de la course. Et donc, l'organisateur sera... il va de moins en moins rentrer dans ses frais. Donc, il va organiser de plus en plus mal. Bah oui, si t'as pas de sous, tu prends pas un sonorisateur, tu branches le truc de la mairie qui est dégueulasse. Si t'as pas de sous, tu prends un chronométreur éclaté au sol, etc., etc. Tu diminues la prestation. Donc c'est un peu compliqué de diminuer le peloton. Alors après, pareil, diminuer les courses. Tu me dis, ouais, mais en fait, au lieu de faire 2 courses qui se rejoignent à la fin, t'en supprimes une. Ouais, d'accord, mais ceux qui faisaient celle que t'as supprimée, putain, ils ont rien demandé. Pourquoi toi, tu prévaux sur eux ? Et encore une fois, ça va diminuer le nombre de dossards. Donc, tu vois, c'est compliqué. Après, c'est toujours pareil. Une fois que je t'ai dit ça, je ne dis pas, ouais, faut inscrire 2000 personnes sur chaque trail. Par exemple, au niveau aérobar, je reprends l'exemple de la course que j'organise. Voilà, hein, par rapport à d'autres gens à qui vous mettez des pouces. Hein. Moi, j'ai pas de pouces, les autres, vous leur mettez des pouces. Moi, j'organise une course. Donc, quand je vous parle d'organisation, c'est parce que j'organise une course. C'est pas parce que je suis en train de vous lire un prompt sur ChatGPT parce que je suis une salope. Non. C'est parce qu'en fait, je vis le truc, tu vois, au quotidien. Donc, je suis légitime. Je cours, j'anime, j'organise, je fais tout, ok ? Donc, t'as une question, tu me demandes.
Je te réponds. Je t'explique. Merde, ça m'a perdu encore. Putain. Attendez, je réfléchis. Ah, c'est dur, là. Oui. Sur le niveau des revards, je mets une barrière à 650 dossards sur le grand parcours. Pourquoi je fais ça ? Parce que déjà, je sais qu'il y en aura 600 au départ, voire même un peu moins. Donc en fait, ma vraie barrière, c'est 600. Le reste, c'est du surbooking. Oui, bah c'est leur faute, hein, ceux qui s'inscrivent et qui viennent pas, qui préviennent pas, voilà, tant pis pour eux. Et là-dessus, pourquoi je mets 600 et pas 750, 900, etc. De 1, j'ai pas une infinité de parking autour du lieu de départ, donc à un moment donné, je vais vous garer allez, les plus loin, je crois qu'ils sont à 2 km. Peut-être un peu moins. Donc ça veut dire en marchant 20 minutes. En marchant doucement, 10 minutes au kilomètre. Je trouve que c'est un maximum. Je n'ai pas envie d'aller chercher des parkings à 3, 4, 5 bornes. Mettre en place des systèmes de navettes autour du truc. On en a mis un depuis la gare SNCF, parce que là c'est intéressant pour les gens qui dorment sur place et qui viennent en train la veille. Mais après, stop. Donc il y a le problème des parkings, et aussi, bah, c'est à un moment donné dans les chemins. Chaque année, donc j'ai repris la présidence en 2018, et en 2019, on a avancé un peu à tâtons, puis c'est vrai que les bénévoles parce que j'avais pris plus de monde que les années avant, et les bénévoles sur le parcours, à différents points, me disaient, bah ça bouchonne pas, etc., etc. Alors, ça n'a jamais réellement bouchonné, mais c'est vrai qu'au bout de 6 km, je crois que c'est 6 km, vous entrez dans un single, et à ce moment-là, c'est pas un vrai bouchon, mais il faut peut-être s'arrêter un tout petit peu, laisser passer, repartir, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on est à une limite à ne pas dépasser, voire même, ça pourrait être pas déconnant de redescendre de 50 sans dossard. Pourquoi je le fais pas ? Parce que pour l'instant, personne ne s'est plaint. Donc je reste à 650 depuis 2019. Si je fais plus, je sais que ça va créer des problèmes. Et si je fais moins, je sais que je vais gagner moins d'argent. Donc pour l'instant, je maintiens le statu quo. Si demain, je reçois 40 mails de gens qui se plaignent, qu'il y avait des bouchons, bon bah je réfléchis. Je rebaisse. Et peut-être que je mettrai 2 € de plus l'inscription, tu vois, au lieu de payer 52 pour 52 km, vous payerez 54. On peut affiner comme ça. Donc tu vois, Guillaume, c'est pas facile. C'est une histoire de compromis sur chaque course, et c'est aussi pour ça que vous aimez le trail, c'est parce que chaque course est différente. Le lieu n'est pas le même, la capacité d'accueil n'est pas la même. C'est une salle polyvalente, toutes les salles polyvalentes ne se ressemblent pas, c'est un champ en périphérie, le site d'accueil est constamment différent. Et des fois, vous arrivez dans une ville, très souvent, que vous connaissez pas, donc vous savez pas. Vous savez pas qu'il y a pas de parking, ou qu'il y en a beaucoup. Vous ne savez pas. Peut-être que la course est pas loin d'un centre commercial qui n'est pas ouvert le dimanche, et du coup, on peut garer les voitures dessus. Nous, pas de bol. Intermarché est pas loin, mais Intermarché ouvert le dimanche. Zobé, pas de parking. Interdit. Forbidden. Ok ? Donc chaque course est différente, c'est pour ça que à chaque fois tu redécouvres un peu, parce que c'est jamais les mêmes tailles de peloton, c'est jamais le même accueil, c'est jamais pareil. D'où la nécessité pour le participant, qu'il ait un niveau élevé ou un niveau faible, de se conscientiser, de regarder un peu le site internet, de comprendre où il va, qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer, de s'imaginer sa course. Bim, je vous reparle de la prépa mentale gratuite. Vous projetez sur l'événement, comment je viens, où est-ce que je me gare, est-ce que je peux pas covoiturer avec un copain, est-ce que je peux venir en vélo, est-ce qu'il y a un truc pour garer mon vélo, est-ce qu'il y a une consigne, clac 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 clac, tout ce raisonnement qu'il faut avoir en amont de l'événement, les parcours, où est-ce qu'ils vont se croiser, je vais passer plus ou moins à telle heure, est-ce que je suis susceptible de croiser d'autres coureurs, etc., etc. Anticiper, prévoir, voilà, ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, dans notre société de Zoulou, c'est n'importe quoi. Donc voilà, et pareil pour l'organisateur, il faut
très souvent, ils en sont conscients, des fois, ils n'y réfléchissent pas, mais il faut faire attention quand vous organisez la course à tout ça. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, mon bon Guillaume. Je te remercie pour ta question, parce que j'en ai très très peu en ce moment, voire même pas du tout. Alors que le but du podcast du mercredi est quand même de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Je rappelle que pour ça, vous allez sur mon site duc-army.fr, vous avez un onglet Contact, vous remplissez le formulaire, bim, ça tombe sur ma boîte mail. Donc faites-le, bordel. Allez, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas le petit mot de la fin. J'ai apprécié quelque chose, je mets un pouce. Je mets un pouce. Voilà, je vous prends du temps quand j'en ai, hein, évidemment. Regardez, allez, on finira là-dessus parce que on aime bien la merde. Vous êtes aux toilettes. Vous avez amené votre smartphone. Me dites pas non, je sais que vous l'avez amené. Vous êtes en train de scroller des trucs débiles sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Pire encore, sur Snapchat. Arrêtez de faire ça. Vous êtes en train de glander, ça ne va rien vous apporter. Allez sur le contenu des gens que vous appréciez et foutez-leur des likes. Une crotte, un like. Voilà, ça va être mon slogan, ça. Putain, une crotte, un like. Voilà. Et je raccrocherai là-dessus. Et ça vous choque. Et voilà, c'est comme ça. Au revoir les gueux, c'était le Divan Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.